Les fournisseurs d'intrants agricoles face au ministre de l'Agriculture pour une rencontre d'échange. De la réunion, on retient que les fournisseurs d'intrants agricoles s'engagent à mettre les intrants à la disposition des producteurs dans un bref délai. Les activités de la Biennale artistique et culturelle se déroulent normalement à Mopti. Aujourd'hui, on met l'accent sur les prestations en salle, l'aspect économique avec les transporteurs et une conférence débat sur la migration irrégulière. On a l'habitude d'entendre le cycle PDSEC, le plan de développement social, économique et culturel des mairies. De quoi il s'agit concrètement? La réponse dans un grand format que vous pourrez suivre dans ce journal. Sommes-nous combien à connaître notre groupe sanguin? Certainement pas beaucoup. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui au groupe sanguin. Ils définissent des catégories d'individus suivant la variété d'antigènes et d'anticorps contenus dans leur sang. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Les fournisseurs d'intrants agricoles promettent de tout mettre en œuvre pour mettre les intrants à la disposition des producteurs dans les brefs délais. Promesse faite aujourd'hui lors d'une rencontre d'échange avec le ministre de l'Agriculture. Ce dernier a d'ailleurs invité les acteurs à jeter un regard sur la subvention des intrants agricoles. Mamadi Koné. Pour la campagne agricole 2023-2024, ils sont 23 fournisseurs d'intrants agricoles retenus sur les 40 postulants. Quelques semaines après le démarrage de la campagne agricole, les intrants ne sont toujours pas disponibles sur le terrain à hauteur des souhaits. À travers cette rencontre, le ministre de l'Agriculture veut prendre langue avec les fournisseurs d'intrants agricoles quand on sait que la réussite de la campagne agricole dépend en grande partie de la disponibilité des intrants. Les engrais organiques sont livrés pour 5%. Donc vous voyez, sur chaque 100 tonnes, c'est peut-être 5 tonnes seulement qui ont été placées aujourd'hui au niveau des paysans. Or, le monde a besoin de ça présentement pour pouvoir démarrer les travaux comme fumure de fond. Et on dit fumure de fond parce que ça doit être épandu. Et c'est sur ça qu'on laboure pour permettre au sol d'être prêt à recevoir les engrais minéraux, donc la fumure de couverture. Donc si nous démarrons avec ces handicaps de départ, en dépit des problèmes qui sont liés à la pluviométrie, on risque de se retrouver dans une situation où le niveau des rendements ne serait pas intéressant. Les 20 fournisseurs d'intrants agricoles présents à la rencontre ont salué cette démarche du ministre. Ils ont ainsi expliqué les contraintes auxquelles ils sont confrontés, notamment des impayés qui s'élèvent à un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Toutefois, les dispositions sont en cours pour le paiement de plus de 8 milliards de francs CFA. On a rassuré le reste des crédits qui sont avec l'État, ça va être payé. Mais il faut que le nouveau dispositif puisse protéger aussi le budget de l'État. C'est vrai, on met 15% du budget dans les intrants, c'est beaucoup, mais ça dépend aussi de nos capacités. Et d'année en année, on est en train de nous affaiblir au plan financier. Donc au regard de ça, il va falloir qu'on mette un système en place qui va faire que l'État providentiel là, va diminuer un peu sa contribution, si possible, ou alors qu'on se repositionne pour que la charge ne soit pas trop pour l'État aussi. Les fournisseurs d'intrants agricoles ont profité de cette occasion pour saisir la main tendue du ministre Lassine Dambélé. Il a voulu, à l'entame de sa mission, s'assurer que tout est en ordre pour que les intrants soient livrés dans les meilleures conditions, pour que la campagne puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Nous avons marqué nos disponibilités. Et je pense que les premiers actes que nous avons posés avant même d'arriver à la rencontre avec le ministre, c'est déjà de faire en sorte que la baisse constatée sur les prix des engrais sur le marché international puisse être perceptible et répercutée sur le marché. Je peux dire qu'on passait des nuits blanches et aujourd'hui on va pouvoir enfin dormir. Et surtout dire à nos producteurs que sur toute l'étendue du territoire, les fournisseurs d'intrants retenus ont décidé de commencer à livrer les intrants dès demain sur caution, la partie qui est subventionnée. Donc c'est une grosse épine que le ministre vient de ôter de nos pieds. Au sortir de ce cadre d'échange, le ministre a invité les acteurs à jeter un regard sur le parcours de la subvention des intrants au Mali. D'ailleurs, une rencontre regroupera dans les prochains mois tous les acteurs. Les besoins en termes d'engrais pour la campagne en cours sont de 119 216 tonnes pour les engrais organiques et 35 835 tonnes pour les engrais minéraux pour un coût total de 17 milliards 600 millions de francs CFA.
Le nouveau ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a réservé sa première visite à la société malienne de transmission et de diffusion SMTD, le chantier de la tour de l'ORTM, des structures stratégiques de son département. Mamadou Fani. Première sortie sur le terrain du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion. À la SMTD, le ministre était venu s'enquérir des conditions de travail des agents. Il s'est ensuite rendu sur les chantiers de la tour de l'ORTM et la nouvelle direction de la SMTD sur la route de Kati. Ces deux structures sont importantes dans le cadre de la vie de la nation tout entière parce que l'ORTM, c'est la voix du peuple malien, c'est la voix du Mali à l'intérieur et à l'extérieur. La SMTD, c'est elle qui rapporte et transmet et porte cette voix. C'est grâce à la SMTD que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est grâce à la SMTD que toutes ces bonnes émissions et toutes ces informations qu'édite l'ORTM sont transmises et diffusées dans le monde entier. Donc je ne pouvais pas commencer à travailler sans venir toucher les réalités, voir les difficultés, motiver le personnel, l'encourager et le féliciter. Je dois vous dire que j'ai eu plaisir à constater que tout le bien qu'on m'a dit de l'ORTM et de la SMTD est réel et j'ai pu le constater de visu. Les travaux des chantiers de la tour de l'ORTM et de la SMTD connaissent un retard dû aux ressources limitées de ces deux structures. Toute chose que le ministre a promis de faire un plaidoyer pour un avancement rapide des travaux. Les chantiers, ça demande beaucoup de ressources humaines, mais aussi beaucoup de ressources financières. Et compte tenu de la tension des trésoreries qui prévaut au Mali aujourd'hui, mais je m'engage quand même à voir avec les plus hautes autorités qui portent beaucoup d'intérêt à la télécommunication et à l'information. Je m'engage à faire le plaidoyer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse au moins avoir le déblocage de certaines sommes pour pouvoir vraiment permettre à ces deux structures de pouvoir travailler et de pouvoir achever leur chantier. Le ministre a souligné le rôle stratégique important de ces deux structures de son département. Il s'est dit disposé à tout mettre en œuvre pour doter ces structures de moyens à la hauteur des ambitions des autorités du pays. Après l'UNTM et le Conseil national du patronat du Mali, le ministre du Travail et de la fonction publique du dialogue social était aujourd'hui au siège de 3 centrales syndicales. Une visite de prise de contact et d'échange sur des sujets à débattre dans les jours et mois à venir. Boubacar Bablin Touré. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social à la rencontre des 3 centrales syndicales. Il s'agit de la CSTM, la CMT et la CDTM. Il vient ainsi, à travers ce déplacement, sacrifier à une tradition, celle de rendre une visite de courtoisie à ses partenaires sociaux après sa nomination à la tête du département en charge du travail. Le dialogue social, ça nécessite des prises de contact, ça nécessite des échanges sur des sujets d'intérêt commun. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons fait le déplacement dans ces organisations syndicales. Occasion pour les secrétaires généraux de ces différentes organisations syndicales de réitérer à l'endroit du tout nouveau ministre leur engagement et soutien avant de rappeler leurs doléances au chef du département qui, selon eux, est en terrain connu. Face à ces revendications, le ministre Koulibaly dit avoir pris bonne note. C'est des sujets que nous avions déjà évoqués et ces sujets sont connus. Vous vous souvenez bien que nous avons organisé en octobre 2022 la conférence sociale dans le domaine du travail. Et cette conférence sociale a recommandé un certain nombre de choses, 139 recommandations, et dans lesquelles il y a des priorités qui ont été dégagées. Et ces priorités, nous les partageons en commun. La première, c'est l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et de croissance. Ensuite, la création d'un conseil national du dialogue social, qui est un cadre national de dialogue social qui permet la prévention des conflits pour éviter, en tout cas au maximum, d'aller à des mouvements de grève. Nous avons la question des élections professionnelles, mais aussi la question du respect de la liberté syndicale qui tient à cœur aux organisations syndicales. Et le ministre de remercier les responsables de ces centrales syndicales pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé à chaque étape, avant de réitérer sa disponibilité pour la stabilité au sein du monde du travail. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, était ce matin face aux directeurs généraux des services relevant de son département. C'est pour partager sa vision et écouter en retour ses interlocuteurs pour contenir les nombreux défis que le secteur de la santé fait face. Jules Sambou Sissoko.
Ce sont deux poumons des services du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire qui ont grandement ouvert leurs portes au ministre de tutelle, le médecin-colonel Assa Badialo Touré, pour sa première sortie de prise de contact avec les structures déconcentrées. Objectif, s'enquérir des conditions d'ensemble de travail du personnel et des préoccupations de l'heure. Nous savons que les deux structures que nous venons de visiter sont quasiment des poumons du développement social. On a vu, on a entendu, on a noté. Donc c'est pour les féliciter, demander leur engagement, qu'il y ait la bonne gouvernance, la justice et la loyauté dans les services. C'est des services qui sont très sensibles de Kaya à Kidal. La gestion de l'humanitaire avec les personnes déplacées et leur retour au bercail sont une urgence nationale. Parmi les priorités du développement social aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la crise humanitaire. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse depuis 2012 une crise humanitaire sans précédent qui a consacré à des déplacements forcés des populations à l'intérieur aussi bien à l'extérieur du pays. Et nous sommes chargés de la gestion au quotidien, vraiment, de la vie de ces personnes déplacées internes, de nos rapatriés qui quittent les autres pays et des réfugiés qui sortent pour aller dans d'autres pays. Du côté de la protection sociale aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la promotion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes dans une réforme de la santé qui fait qu'aujourd'hui le régime d'assistance maladie universelle est un des chantiers clés du gouvernement malien et la Direction nationale de la protection sociale a à pied d'œuvre pour mettre en place ce dispositif-là. Nous avons vu que maintenant on commence à les enregistrer biométriquement sur toute l'étendue du territoire. Il y a beaucoup de stratégies qui seront en cours pour favoriser leur retour, mais on préfère agir que de parler. Avant cette visite de terrain opportune, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badialo Touré, avait rencontré les directeurs nationaux des structures de son département pour partager sa vision face aux défis à relever afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de mission. Édition 2023 de la Journée mondiale de la population qui doit être célébrée demain 11 juillet. Accélérons l'accès des filles et des adolescents à la santé, à l'éducation et aux opportunités économiques. C'est le thème retenu au plan national. La journée sera célébrée cette année dans la commune rurale de Sanimé, région de Ségou. Le ministre chargé des questions de population et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali ont adressé des messages à l'occasion de cette journée. La célébration de la Journée mondiale de la population constitue un moment de réflexion sur l'état de la population avec ses défis et ses opportunités. Pour cette 36e édition, le thème retenu au niveau international est « La libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde ». En effet, les femmes et les filles représentent environ la moitié de la population mondiale. Mais malheureusement, leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles sont souvent mal considérées pendant les discussions de haut niveau sur les questions démographiques. Bien que les attentes sont nombreuses, je réitère mes remerciements au gouvernement du Mali, très engagé, de plus en plus volontariste sur les questions de promotion et d'épanouissement de femmes et de filles au Mali. L'édition 2023 de la Journée mondiale de la population sera célébrée au Mali dans la commune rurale de Saminé, région de Ségou, en partenariat avec l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, à travers le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques. En effet, cette politique vise la couverture des besoins de santé des populations en général et de la mortalité maternelle, néonatale, infantile en particulier. La couverture des besoins alimentaires et nutritionnels, la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le renforcement du système de l'éducation et de l'alphabétisation, la protection et la préservation des ressources renouvelables. Elle place l'homme au centre de ses préoccupations afin d'améliorer le niveau et la qualité de vie des populations en matière de développement humain durable. Le développement humain durable nécessite la prise en compte des questions de population dans les stratégies et politiques de développement et des besoins de tous les groupes sociaux, selon le ministre.
On a l'habitude d'entendre le cycle PDSEC, le plan de développement social, économique et culturel des mairies. Il s'agit en somme d'un tableau de bord pour la programmation et l'exécution des réalisations que les municipalités se proposent de mener. L'élaboration, le financement et l'exécution des travaux ciblés conformément à ces documents respectent des principes. On en sait plus avec Batraouri. Les municipalités sont liées à leur population des ressorts par un contrat moral, celui d'assurer le développement local en termes d'infrastructures sanitaires, scolaires, d'entretien des rues ou d'évacuation des ordures. Le respect de ce contrat nécessite l'élaboration du PDSEC, plan de développement social, économique et culturel, un document d'importance capitale pour le conseil municipal. C'est un document de planification donc, qui prend en compte l'ensemble des préoccupations des populations d'une collectivité donnée. Le PDSEC peut être élaboré pour 3 ou 5 ans selon les spécialistes. Son élaboration s'est faite de façon méticuleuse eu égard à son utilité dans la programmation et l'organisation des activités que la mairie se propose de mener. Le PDSEC d'abord, c'est le tableau de bord d'un conseil communal. Pour l'élaborer, c'est une participation collégiale. L'identification des besoins prioritaires de chaque quartier. Ensuite, la priorisation de ces besoins. Ces préoccupations à la base sont remontées au niveau du conseil communal à travers le comité qui a été mis en place par les maires. Donc le processus commence par les diagnostics villageois, mais nous sommes dans une commune urbaine, donc c'est les quartiers. Donc nous prenons les préoccupations à travers les AG au niveau des quartiers et après nous essayons de compiler à travers un atelier que nous organisons pour voir effectivement ce que les populations ont exprimé en termes de besoins à la base, si ces préoccupations, ces besoins-là sont pris en compte et nous validons et nous remettons au conseil communal pour qu'il puisse valider et c'est ce qui va constituer, n'est-ce pas, après le document fini qu'on appelle le PDSEC. Une fois le PDSEC est réalisé et approuvé, une autre phase commence pour la municipalité, celle du financement des activités ciblées conformément aux documents. Le financement des besoins est d'abord axé sur les taxes locales, parce que tout développement qui ne prend pas en cause l'apport de la collectivité est voué à l'échec. Pour cela, le PDSEC, son financement se focalise par le recouvrement des taxes locales. Ensuite, alors la négociation des financements extérieurs. Au niveau de la mairie, nous élaborons chaque année ce qu'on appelle un plan de mise en œuvre du PDSEC. Ça, le plan, il est annuel. Donc nous essayons de voir à travers les moyens minimes soit-il que la mairie elle-même dispose pour essayer de voir en termes de priorité qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour cette année en lien avec les PDSEC que les populations, n'est-ce pas, dans lesquelles les populations expriment leurs besoins. Donc ces plans, une fois élaborés, donc nous les soumettons encore une fois de plus au conseil communal qui est vraiment l'organe délibérant au niveau de chaque collectivité, donc qui va chercher les ressources nécessaires. Ça peut être des ressources tant internes qu'externes à travers les partenaires qui peuvent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan annuel. Au sein des 2 conseils municipaux, l'on accorde une place de choix à l'apport des mairies dans le financement du PDSEC. Toutefois, l'on regrette la faible mobilisation des ressources propres, occasion d'inviter le citoyen à un sursaut d'orgueil pour le paiement des taxes municipales. L'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle Basson Plein à Mopti, les régions de Koulikoro et Dioula-en-Ly sont signées leur entrée dans la compétition dans la salle Soribamba. Les thèmes abordés par ces régions sont relatifs à la paix. Ibrahim Kaoukonate et Issa Konate. D'entrée de jeu, c'est Koulikoro qui ouvre le bal de cette 3e soirée. La 2e région administrative du Mali présente 7 numéros. Le chœur, l'ensemble instrumental,
le solo de chant, l'orchestre, le ballet à thème, la danse traditionnelle et la pièce de théâtre avec en toile de fond la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Chaque numéro, son message particulier, n'en demeure pas moins que tout tourne autour du Mali, de la réconciliation et du vivre ensemble. Au niveau du ballet, vous l'avez observé sur la scène, il y avait un problème d'eau. Initié Djikola, le ballet nous a montré qu'elle peut dégénérer en source de conflit. Et heureusement, les bons esprits aidants, on est parvenu à circonscrire le mal. Les armes ont été déposées et la cohésion sociale retrouvée. Nous avons constaté effectivement que toutes les composantes ont parlé de paix, de stabilité et du bon vivre ensemble. Donc cette occasion est belle pour que les enfants venus de divers horizons, du nord au sud, d'est en ouest, alors se côtoient. Dioïla, bien que nouvellement érigée en région, regorge des jeunes talentueux. Un véritable cadre d'expression, de découverte pour les artistes locaux à travers le chœur, l'ensemble instrumental, la pièce de théâtre, le solo de chant, la danse traditionnelle, l'orchestre et le ballet à thème. Toutes ces disciplines nous interpellent tous et nous invitent à l'union sacrée autour du Mali. Ma force, c'est ma conviction dans le Mali, ma conviction dans la force du dialogue, ma conviction dans le fait que seuls les Maliens peuvent surmonter leurs problèmes. Et à travers la culture, rien que la culture. J'avoue très sincèrement que je suis satisfait parce que je connais le niveau de préparation de la troupe de Dioïla et je pense qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes et c'est réellement ce résultat que j'attendais d'eux. Dioïla, la cité de Baninko, tout comme Koulikoro, la cité de Meguetan, nous ont émerveillés à travers leur présentation fascinante, puisée du riche patrimoine culturel Bambara. À Mopti, la rencontre juvénile en cours est mise à profit pour évoquer des questions qui concernent directement les jeunes. Aujourd'hui, au Conseil régional de Mopti, une conférence de débat a été animée dans ce sens autour du thème « Migration irrégulière, un danger pour la jeunesse ». Aminata Touré. En absence de formalités requises, ce sont des milliers de jeunes Maliens qui migrent pour le bien-être. Cette migration non organisée met les migrants en épreuve sur la route, mais aussi dans les pays d'accueil. La migration, c'est un droit, mais si ce droit doit vous conduire à l'impasse, à une tragédie et puis à un destin certain, notamment la mort, je pense qu'il y a lieu que l'État, ses partenaires nationaux et internationaux travaillent de concert avec les acteurs locaux pour informer et sensibiliser la jeunesse. Si à l'arrivée, la migration apporte une main-d'œuvre prête à l'emploi, cette migration provoque un dépeuplement de nos régions. Les villages, les villes se vident, plus personne pour travailler la terre. De 2014 à 2022, les organisations internationales comme l'OIM, le HCR avancent un chiffre de plus de 30 000 décès rien que dans la Méditerranée. Et plus de la moitié de ces décès concernent des jeunes Africains. Au Mali, on a des cas de morts sur les routes migratoires pratiquement chaque année. Dans l'embarcation qui a chaviré aux côtes de large italienne à Lampedusa au mois d'avril 2015, il y avait 376 jeunes Maliens où plus de 1022 migrants avaient péri. La migration transforme notre cadre de vie. Par là, elle transforme nos sociétés. C'est pourquoi les panélistes ont formulé une série de recommandations, à savoir la bonne coordination des activités de migration, l'assistance des migrants dans le respect et dans la dignité, sans oublier la lutte contre les réseaux des passeurs.
Aspect économique de la biennale, une fenêtre sur les transporteurs interurbains qui se frottent bien les mains. Cet afflux de visiteurs qu'a provoqué la biennale fait bouger les transporteurs interurbains de jour comme de nuit. Le constat est fait par nos envoyés spéciaux, Cheikh Fantamadine Ndiaye et Issa Konaté. Un boom économique pour les transporteurs, voilà ce que constitue la BAC, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. La ville Carrefour du Mali accueille du grand monde en ce moment. Une situation qui a des effets directs sur le revenu des transporteurs interurbains. On a bel et bien senti l'impact de la Biennale à Mopti, parce que quand on dit qu'une ville doit abriter plus de 3 000 à 4 000 personnes, donc il faut forcément parler de transport, surtout en commun. D'habitude, c'était 2 cars par jour, le matin, et 1 quart le soir. Bon, avec la biennale, donc on parvenait à faire 3 par jour, le matin, et 2 le soir. Franchement, c'est une très bonne opportunité pour les affaires économiques, quand même, pour la région. Le premier jour, on m'a donné un marché de 21 cars. Donc j'ai engagé mes cars. Et le lendemain, on m'a demandé de chercher 17 cars. J'ai engagé les 17 cars. Et le troisième jour, on m'a demandé encore d'engager d'autres cars. L'axe Sévaré-Mopti profite bien surtout aux conducteurs de mototaxis et tricycles. Ces derniers ont vu leur chiffre d'affaires doubler, voire tripler, depuis que la Venise malienne bouge au rythme de la biennale. Nous apprécions beaucoup la façon dont les activités de la biennale sont menées à Mopti. Les spectateurs prennent d'assaut toutes les nuits les salles de spectacle et cela nous permet de bien nous frotter les mains. Nous nous réjouissons vraiment de cette biennale. Entre Mopti et Sévaré, je faisais 2 tours. Avec la biennale, je suis à 3 voire 4 tours par jour. Nous tirons assez de bénéfices, surtout que nous avons fait une petite augmentation des tarifs qui sont passés de 300 à 400 francs CFA. Depuis que je suis venu à Sévaré, je n'ai pas gagné autant d'argent et je suis très content. J'ai fait beaucoup de bénéfices. Cette BAC Mopti 2023 relance tous les secteurs économiques de la région. Les transporteurs, tout en se réjouissant de cette aubaine, trouvent que le temps que va durer ce rendez-vous culturel et artistique, ils vont se faire beaucoup d'argent. À suivre donc après cette édition, le JT spécial consacré à la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, une présentation de Awadit Makamara avec la coordination éditoriale Omar Maïga et Garibou Pérou. À plus de 760 millions de francs CFA, c'est le coût d'un projet triennal 2023-2025 lancé à Pelmaoudé dans le cercle de Koro. Ce projet va toucher plus de 70 000 personnes. Il comprend plusieurs volets, la création des sociétés coopératives, le maraîchage et le microcrédit. Les détails avec Idrissa Keita. 48 villages des cercles de Bankas et Koro vont bénéficier d'un accompagnement en matière de sécurité alimentaire. Le nouveau projet qui va s'atteler à cela s'intitule « Amélioration de la sécurité alimentaire et renforcement de la résilience ». Ce projet de Caritas Mali, Joseph de Mopti, va durer 3 ans. Les autorités administratives et politiques et les communes bénéficiaires sont réunies à Pelmaoudé pour un meilleur partage des futures activités. Jésus annonce la parole de Dieu, mais quand il a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Alors nous, c'est une manière, par cette structure qui accompagne donc le monde paysan, à améliorer l'agriculture, qui leur permet d'avoir vraiment à manger et de mieux écouter la parole de Dieu. Ce projet est financé par Miseror Allemagne à hauteur de 700 millions de francs CFA. L'apport local est estimé à près de 10% de cette enveloppe. 70 000 personnes, c'est un peu de la population des 48 villages. Ça, c'est un peu ce qui est direct. Maintenant, de façon plus étendue, on va avec un certain nombre d'activités sur l'ensemble des 2 cercles, notamment des aspects comme les commissions foncières et la lutte anti-acridienne. Le niveau de réalisation des 4 résultats ci-dessous de la période avait du mérite.
La production agricole a augmenté de façon durable et est diversifiée. Les ressources naturelles sont gérées de façon consensuelle et durable. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre les impacts du projet. La mise en œuvre est assurée par le programme d'accompagnement du monde paysan à l'agriculture durable PAMPAD. Offre de soulagement pour les populations du village de Hamaké dans la commune de Nioro-Tougoumé, cercle de Nioro. Elles viennent de bénéficier d'un pont-barrage pour désenclaver la localité. L'ouvrage est à l'actif de l'État et ses partenaires. Pour sa réalisation, ils ont déboursé 80 millions de francs CFA. Moussa Diakité. Hamaké est un gros village soniqué dans la commune rurale de Nioro-Tougoumé, à la frontière Mali-Mauritanie, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Nioro. Depuis plusieurs décennies, ce village est coupé du reste du pays en période hivernale à cause des eaux d'une mare qui inonde les alentours, difficile de passer. Pour mettre fin à ce calvaire et atténuer la souffrance des 1254 âmes du village pendant l'hivernage, les plus hautes autorités du pays, à travers le projet d'appui à la maîtrise des eaux de surface et des eaux souterraines, pour l'amélioration de la résilience des systèmes de production agro-silvo-pastorale face au changement climatique, viennent de construire un pont-barrage pour le désenclavement de la localité et pour la rétention d'eau permettant l'abreuvement des animaux et la culture du riz. Le souhait le plus ardent de tout maire est d'accéder à tous les villages de sa commune à tout moment de l'année. Ce pont-barrage enlèvera une grosse épine du pied des villageois et des autorités communales. Ce barrage, ça nous a apporté beaucoup de bonheur parce que le temps de l'hivernage pour aller à Nioro, c'est une distance de 35 km. C'est un problème pour nous. Nous avons bénéficié de ce projet-là, cela nous tient à cœur et nous devrons quand même mettre la paix entre nous parce que sans la paix, rien ne marche. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Financé à hauteur de 80 millions de francs CFA par le consortium d'ONG, Amassa Afrique Verte et Omadesa, et parrainé par le Programme alimentaire mondial PAM auprès du Fonds Climat Mali, ce micro-barrage long de 640 mètres sur 4 constitue aujourd'hui un grand ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires. On comprend quelle est la joie qui frappe le village aujourd'hui. Vous vivez dans un bas-fond. L'enclavement est là. Le pont-barrage va désenclaver. Deuxième élément, vous êtes dans un village d'élevage, dans une commune d'élevage. Les animaux ont besoin de boire toute l'année. Le pont-barrage va conserver l'eau. Troisième élément, le pont-barrage va être utile dans la lutte contre le changement climatique. Car vous êtes sûr que vous allez faire des reboisements, vous allez planter des arbres. Cela est un facteur très capital dans la lutte contre le climat, contre le changement climatique. Ce communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a appris avec une profonde affliction les attaques perpétrées par des présumés groupes terroristes le 23 juin 2023 contre les populations civiles dans la commune rurale de Gabero, cercle de Gao. L'institution nationale des droits de l'homme s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Direction Kidala, où le sous-préfet d'Anefif est en visite à l'intérieur du cercle, une première depuis la crise de 2012. Objectif s'enquérir des préoccupations de la population. Sidi El-Medi Ag Albaka. Le lieutenant Bilal Agbaï, sous-préfet du cercle d'Anefif, a effectué une visite de prise de contact avec les populations d'Anefif, une première dans le cercle depuis la crise de 2012. L'occasion était bonne pour le sous-préfet de constater les difficultés auxquelles font face les populations d'Anefif. Le manque d'eau, le manque d'aliments pour les animaux et le manque de produits personnels et même pour l'élevage. Cette année, beaucoup de maladies sévissent dans la région. Il y a un grand problème à ce qui concerne les services sociaux. Donc nous voulons que l'État pense à Anefif. Il faut rappeler que les leaders communautaires ont manifesté leur soulagement pour cette visite inédite dans un contexte où le retour de l'État et des services sociaux de base demeure une nécessité pour le bien-être de nos communautés. Chaque personne appartient à un groupe sanguin. Les groupes sanguins définissent des catégories d'individus suivant la variété d'antigènes et d'anticorps contenus dans leur sang. Focus Santé, une réalisation de Brakissa Ouattara.
Il est important de connaître son groupe sanguin comme on connaît son propre nom. Le groupe sanguin est déterminé par les parents, il est donc héréditaire. Le groupe sanguin est transmis comme ça génétiquement des parents. Je dis bien des parents, ça veut dire que l'enfant va recevoir des traits des deux parents, du père ou de la mère. Les groupes sanguins sont regroupés principalement en deux systèmes, le système ABO et le système Rhesus. Ils permettent de savoir si le sang est compatible entre différentes personnes. Quand on a l'antigène A, tu peux être A. Quand tu as l'antigène B, la présence, tu es B. Quand tu as la présence des deux antigènes A et B, tu peux être AB. Maintenant, quelqu'un qui est O a l'absence des deux antigènes. Donc, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Donc, quand on va classer les groupes, classiquement, on aura le O, l'absence des deux antigènes, le A, le B ou le AB. Quant au système Rhesus, il a aussi plusieurs phénotypes. Le plus connu est ce qu'on appelle le D, le grand D. Donc, quand il est présent, ça dénote l'appellation classique, on dit positif, et quand il est absent, on dit négatif. Donc, on va dire quelqu'un est O plus ou O moins, quelqu'un est A plus ou A moins. Donc, quand on compose comme ça, on se retrouve à 8 groupes. Le O, le A, le B, le AB, composé avec le plus ou le moins. Donc, on aura les 4 plus ou les 4 moins. Au Mali, selon des études, le O+ est le groupe le plus fréquent et le groupe sanguin le plus rare est le AB-. Par rapport au Rhesus, il y a plus, le positif, la présence de grand D, et il y a moins de Rhesus négatif. Donc quand on compose comme ça, ça veut dire qu'on aura le O+ en tête, le B, le A, le AB+. Maintenant, en négatif, on aura le O-, puisque le O est déjà fréquent, le B-, le A-, et puis le AB-. Donc, quand on doit classer comme ça, en termes de fréquence, un groupe qui sera rare, avec le système AB ou le système le grand D, ça sera le AB-. En ce qui concerne les questions de donneurs et de receveurs universels, le spécialiste donne des éclaircissements. Le donneur universel, si on veut le prendre médicalement en termes d'urgence pour faire face, ça sera par exemple quelqu'un qui est O-. Celui qui est O-, puisque je dis que le moins peut donner au positif, le O peut être donné aux autres groupes. Donc quelqu'un qui est O- dans un contexte d'urgence vitale, avant même de connaître son groupe sanguin, on peut proposer du O-. Maintenant, quand on dit le O-, on dit le vrai O-. Ça, c'est entre guillemets. Parce que quelqu'un peut paraître moins alors qu'il est faussement moins, mais il est positif. Connaître son groupe sanguin est donc indispensable en cas de transfusion et surtout de grossesse, car il peut y avoir une incompatibilité de Rhesus entre le fœtus et la future maman. Une femme qui est Rhesus négatif, par exemple, qui se marie avec un homme qui est Rhesus positif, si jamais l'enfant prend la positivité de son papa et que les deux sangs, le sang de la maman et le sang de l'enfant se mélangent un moment, souvent 3e trimestre au moment de l'accouchement, si les précautions ne sont pas prises, à une autre grossesse où il y aura la présence de positifs, ça trouvera que la maman a déjà fait des anticorps. Donc ça va combattre l'enfant. Donc les problèmes d'incompatibilité, ça peut être ça. Le groupe sanguin fait donc partie de l'identité d'une personne. Le connaître est important avant toute urgence médicale. Clap de fin pour la CAN des moins de 23 ans Maroc 2023 avec le sacre du pays hôte. Notre équipe olympique a terminé sur le podium en remportant la médaille de bronze aux dépens de la Guinée. Cette 3e place qualifie directement les Aigles Espoirs du Mali au JO Paris 2024. La délégation est rentrée au Bercail tôt ce matin. Elle a été accueillie à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les Aigles Espoirs du Mali sont de retour de la CAN des moins de 23 ans avec la médaille de bronze et leur billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Malgré leur tardive, ils sont accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le ministre en charge des Sports, accompagné d'une forte délégation. Les remerciements chaleureux sont réciproques. Ensuite,
Le ministre reçoit sa médaille de bronze des mains de Mamoutou Touré, le président de la FEMAFOOT. C'est une fierté pour nous de porter ce maillot et de nous mouiller devant le monde entier. Et voilà, c'est vraiment une fierté pour nous. On est content et on vous remercie pour tout. Au nom du public sportif malien, le président de la Fédération malienne de football a salué les joueurs et leur encadrement technique et les a félicités pour leur performance honorable avec à la clé une qualification pour les JO 2024. On avait espéré remporter cette coupe, comme je l'ai dit l'autre jour, à Tanger. Mais le plus important pour nous, c'était la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le ministre des Sports n'a pas manqué à son tour d'encourager au nom des plus hautes autorités du pays notre équipe olympique pour cette première médaille de bronze dans la compétition et surtout ce deuxième billet pour les JO depuis Athènes 2004. Nous continuons à compter sur vous et restez comme vous êtes, battez-vous encore plus et nous espérons que la prochaine fois c'est l'or. J'ai le bronze aujourd'hui, je veux de l'or la prochaine fois, Inch'Allah. Le vol de la délégation malienne a atterri à 1h30 du matin sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, mais le 12e homme des Aigles du Mali était sur place 2 heures avant pour donner de la voix en attendant l'atterrissage de l'avion et la sortie de son équipe. Les yeux sont désormais rivés sur Paris 2024 pour des performances encore meilleures à celles qu'on a eues au Maroc. Un mot de littérature avec l'apparition de cette œuvre de l'enseignant-chercheur Ali Tunkara intitulée « Le Mali des rébellions aux accords de paix, enjeux, enseignement et résilience des populations ». Dans cette apparition, l'auteur revient sur les différents accords de paix, leurs limites et leurs implications dans l'avènement de la paix au Mali. Aussi, cette œuvre est une invite aux Maliens à une introspection rigoureuse et sélective des accords passés avec les groupes indépendantistes. À retrouver également dans nos kiosques le livre « Recrutement et emploi, perles rares et succès professionnel », un ouvrage de Faïra Diarra qui donne des conseils pratiques pour réussir une recherche d'emploi et atteindre le succès professionnel. Les techniques de rédaction des CV, la réparation aux entretiens bien sûr d'embauche et bien d'autres sujets sont abordés dans cette œuvre. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.